Rewesh YouTube, du coup c'est vos youtubeuses préférées. Vu que j'avais pas prévu de la faire en deux parties, tout simplement, je me suis retrouvée tout con devant le fait que j'avais pas d'intro, donc je fais une intro comme ça en vif. J'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur la dépendance. Donc là aujourd'hui on va parler du modèle Minnesota et du traitement. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, donc bonne vidéo et n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Modèle Minnesota. Laissez-moi reprendre mes esprits avant de vous filmer la suite. À la question est-ce que c'est du rhum coca, la réponse est vous ne le saurez jamais. Donc le modèle Minnesota, c'est une méthode de traitement de la dépendance qui a été développée aux États-Unis comme d'habitude, comme la plupart des trucs. Elle a été développée dans les années 50 et elle est toujours utilisée aujourd'hui grâce à son efficacité. Donc comme je le disais précédemment, c'est très très rare que les malades soient internés de leur propre gré. Mais dans le cadre d'un internement pour dépendance, il n'existe pas d'internement forcé en fait. On ne peut pas forcer quelqu'un à arrêter en fait. Il faut quand même qu'il y ait un déclic chez le patient. Contrairement aux autres hospitalisations qui peuvent avoir lieu. Tout à l'heure quand je vous parlais de la codépendance, je vous disais donc que la plupart des traitements ne prenaient pas en compte l'entourage. Là, je viens de retrouver du coup le témoignage d'une mère qui illustre très bien ça. Le traitement s'adressait seulement aux dépendants et nous ne souffrons pas aussi. Pourquoi est-ce que personne ne nous interroge? Pourquoi personne ne s'intéresse à ce que nous vivons? Pourquoi personne ne voulait me recevoir? J'ai essayé plusieurs fois de me faire entendre et personne n'a voulu m'écouter. Je me demandais pourquoi. Ce que j'avais à dire ne comptait pas et n'intéressait personne. C'est la première fois que je me sens écoutée, que je me sens exister moi aussi. C'est rassurant. C'est pour ça que c'est un traitement qui marche bien. Donc alors, c'est un espèce de carrefour entre plusieurs modèles thérapeutiques, tels donc que la thérapie cognitive et comportementale. Qu'est-ce que c'est? C'est des thérapies brèves portant sur les interactions entre les pensées, les émotions et les comportements. Ça, c'est centré sur l'individu. On a aussi la Gestalt thérapie. C'est une approche thérapeutique basée sur un ensemble de contextes qui vise un changement personnel, organisationnel et social. Donc ça joue sur l'individu au sein d'un environnement global. Enfin ouais, on se base plus sur les interactions. Donc il y a une thérapie sur la personne, sur son interaction avec son environnement. Des derniers préceptes, c'est la thérapie systémique qui cherche à aborder l'individu en tant que tel, mais aussi au sein d'un groupe tel qu'une famille par exemple. Ces thérapies peuvent se faire seules ou en groupe lorsqu'elle est pratiquée individuellement. Elle permet de mettre en évidence notamment qu'il n'est pas nécessaire de travailler en groupe pour opérer un changement. Donc là, ça va plus être l'individu au sein de son propre système, si vous voulez. Donc, pour résumer, on aura une thérapie sur l'individu, ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur, la gestalt thérapie sur ses interactions avec le monde globalement, et la dernière donc qui vise à plus s'intéresser aux relations que la personne entretient avec son environnement proche, si j'ai bien compris. Si j'ai mal compris, qu'il y a des personnes d'entre vous qui regardent ça, qui sont en psychologie et connaissent plus ces principes, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Je suis vraiment ouverte à n'importe quelle correction, tant qu'elle est faite calmement, de manière réfléchie et de manière bienveillante, évidemment. Le fait d'avoir pioché dans toutes ces thérapies, qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis en fait aux spécialistes de pouvoir régler, de pouvoir mettre un diagnostic et de pouvoir régler certains problèmes dans un laps de temps très très court. Parce que ça aborde énormément de choses. En général, on compte 28 jours pour une hospitalisation minimum. J'étais dans un service de cours qui donc basait les hospitalisations sur 3 semaines parce que certains psychiatres considèrent qu'au-delà de ce temps-là, l'hospitalisation peut être délétère, donc peut nuire en fait tout simplement au patient, qui donc va s'habituer à un certain confort. Et sa sortie sera plus mauvais pour lui qu'autre chose finalement. Évidemment, c'est une moyenne, il y a évidemment certaines fois où l'hospitalisation malheureusement doit être prolongée. Elle est rarement raccourcie, hein. C'est pas des magiciens non plus. Le modèle, il est tellement basé sur la psychologie que ça permet aussi de soigner des dépendances qui sont psychologiques et non physiques. Donc, comme je vous le disais, des dépendances sexuelles, des dépendances affectives, les achats compulsifs, etc.
au-delà de la dépendance aussi, ça peut permettre de déceler certaines pathologies qui sont accompagnées ou non, qui sont du coup induites ou non par la dépendance. Parce que du coup beaucoup de patients arrivent déprimés en fait dans ce service et ça nous permet aussi de nous rendre compte que au bout de quelques jours, soit cette dépression donc arrive à être, tend à disparaître, soit elle persiste, auquel cas des thérapies sont effectuées donc en aval de l'hospitalisation. Ces pathologies donc comme la dépression, le trouble borderline, bipolaire ou même les troubles anxieux, c'est difficile en fait de dissocier ça de la dépendance dans le sens où on ne sait pas si c'est induit par les produits et les substances ingérées ou si au contraire c'en est à l'origine plus ou moins. Donc en fait plus la vie du patient va être chaotique, plus il va avoir tendance à consommer, sauf que plus sa consommation va augmenter, plus ses troubles vont s'aggraver tout simplement. Et là, vous savez l'heure qu'il est. C'est l'heure du témoignage. Wouh! Témoignage d'une personne qui souffre de dépression. Je disais que je consommais pour guérir ma dépression. J'étais toujours anxieuse et pour me calmer, je prenais tout le temps des cachets. Je n'ai aucune idée de combien j'en prenais. En plus, parfois, je les mélangeais avec de l'alcool, ce qui en multipliait l'effet. J'avais la conscience tranquille parce que je me disais, je bois moins, les médocs m'ont été prescrits par le médecin. Je lui parlais jamais de ma consommation, je mettais tout sur la déprime. On va en revenir à notre modèle qui considère donc la maladie comme primaire, chronique et évolutive. On va revenir sur le critère primaire, du coup parce que la dépendance, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie avec des conséquences physiques et psychologiques. Chronique parce que la personne elle restera vulnérable aux substances toute sa vie. C'est pas quelque chose qui s'en va, c'est une maladie qui se soigne tous les jours. C'est pour ça que en général les alcooliques anonymes ou le personnel... Désolée, ma coloc est en train de mourir. L'abstinence se fait tous les jours et ces personnes-là se qualifient, elles pensent pas qu'elles sont guéries, elles se considèrent chaque jour en rémission parce que chaque jour le risque de rechute est présent malheureusement. Parmi les dépendants, on va considérer que que 2% seulement arrivent à contrôler leur consommation. Quand vous demandez aux alcooliques présents dans l'unité, ils sont tous persuadés de faire partie des 2%. L'abstinence, donc, c'est le seul vrai remède qui existe par rapport à la dépendance. Que c'est une maladie évolutive, parce que si jamais elle ne se soigne pas à temps, tout simplement, ça peut être mortel en fait. Ah oui, ça peut aussi... Sans surprise, hein. Ça entraîne des dégâts irréversibles tels qu'une diminution considérable des facultés cognitives, mais aussi de sévères détériorations physiques et psychiques du malade. Je pense qu'on a tous déjà eu affaire aux crackheads dans la rue, c'est pas des gens qui sont sains mentalement et physiquement, des fois ça fait très très peur l'état dans lequel ils sont. Le traitement s'effectue sur plusieurs aspects. Donc l'effet physique, la base, la désintoxication des produits et recherche des moyens alternatifs qui ne sont pas nocifs pour la santé du patient, tout simplement. On va donc travailler sur l'aspect psychologique qui va tenir compte évidemment de chaque profil de patient, de son vécu, de ses antécédents familiaux et de l'éventuelle existence des troubles psychologiques dus à certains traumatismes. Cognitif, ça c'est très très bien, je pensais pas qu'il y avait ça. Mais du coup il y a des cours théoriques sur la dépendance et la codépendance tout simplement qui sont donnés aux malades et à leur entourage. Et en fait je trouve ça super en fait parce que du coup ça permet aux patients de mieux appréhender leur maladie tout simplement. Enfin, je pense que si dans les hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques surtout, si les personnes avaient connaissance de leur maladie, ça t'aide en fait tout simplement à mieux gérer ta maladie, à mieux appréhender tes comportements. Là c'est pareil et c'est très très bien qu'ils aient pensé à inclure ça en fait dans le traitement. Aspect spirituel, tout simplement. Tout à l'heure on parlait des alcooliques anonymes. C'est dur de faire une vidéo avec toi, hein. T'es pire que Johanna, hein. Tu veux me saboter, c'est ça? Ouais, sniff sniff. Tout à l'heure, je vous parlais des alcooliques anonymes, donc il y a plusieurs préceptes qui ont été donc empruntés aux alcooliques anonymes, notamment en fait pour leur inculquer l'espoir d'une rémission et d'un rétablissement et les aider en fait à trouver un sens à leur vie au-delà de la consommation tout simplement parce que avant d'arriver la vie de ces gens-là tourne autour de leur consommation, comment trouver le produit, comment le consommer, etc., etc.
Là, le but c'est de leur montrer qu'il y a plus dans la vie que simplement consommer de la drogue ou de l'alcool. Apprendre à se projeter en fait à nouveau, au-delà de la prochaine dose. Le dernier aspect qui est pris en compte par ce traitement, qui est donc celui dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'aspect relationnel. Chaque proche est pris en compte durant chaque étape du traitement de la personne, ce qui est génial. On a à peu près fait le tour des bases de ce modèle et on peut du coup mieux comprendre pourquoi ce modèle est efficace. Personnellement, avant de faire cette vidéo, je pensais que les traitements tournaient vraiment autour de ça. Oui, pour illustrer les propos donc avec les autres traitements, il y a une patiente qui en parle rapidement, donc vous savez l'heure qu'il est et je vous laisse finir la phrase. Alors, pendant les traitements précédents, j'étais toute la journée devant la télé, je fumais des clopes, je prenais les médocs qu'on me donnait, je ne faisais rien. C'était le vide total comme à la maison. Ici, au début, j'ai pensé que c'était un peu comme le service militaire et je me disais, mon Dieu, où est-ce que je suis tombée ? Maintenant, je vois le sens et je me rends compte, franchement, que la liberté que je croyais avoir avant de venir, ce n'était pas grand-chose. J'étais prisonnier de ma conso. Une fois, j'ai vu le dessin d'un homme qui se noyait dans une bouteille et tout à coup, je me suis vue et je me suis dit, ça, c'est moi. Alors la liberté, c'est relatif. Je pensais que j'étais libre, mais je ne faisais rien de cette liberté. Je ne voyais pas ma famille, j'avais laissé de côté mes amis. Je n'allais plus au tennis, ni au cinéma, ni nulle part. La seule chose à laquelle me servait ma liberté, c'était me droguer encore et encore. Je ferai référence à ce témoignage aussi un peu plus tard dans la vidéo, donc gardez-le bien en tête. Évidemment, donc l'équipe médicale, elle est très très importante, comme vous pouvez l'imaginer dans ce traitement. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que justement ces équipes sont constituées de plusieurs personnes donc multidisciplinaires. Mais ce qui fait la particularité de ces équipes, c'est que la plupart du personnel donc sont des malades en rétablissement. Très important, notamment pour faire face au déni. Et là, on va venir donc sur la notion de déni, qu'est-ce que c'est et comment le combattre. Donc c'est un mécanisme de défense il est présent chez tout le monde, hein. Tout le monde est dans le déni tous les jours. Quand une situation est déplaisante, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau d'en faire abstraction que d'y faire face, mais c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus présent chez les dépendants. Mécanisme, donc du coup, il rend très difficile, voire impossible en fait, toute mesure de traitement chez les patients. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un mécanisme de protection qui est très très efficace. On ne négocie jamais mieux qu'avec soi-même. Voilà. Et ça permet du coup aux patients en général de continuer de consommer sans voir la conséquence de leurs actes. Le fait donc du coup d'avoir des équipes composées dépendant en rétablissement, c'est que ça permet justement de casser le déni parce que autant on peut se convaincre soi-même, autant on peut convaincre notre entourage, autant c'est compliqué de convaincre des gens qui ont utilisé les mêmes mécanismes de défense. Ces personnes-là du coup peuvent dénouer les mécanismes tandis que l'entourage ne pourra jamais le faire finalement. Ah, et ça crée aussi une relation de confiance. Ça me rappelle en fait un témoignage tout simplement où la dame donc, disait que c'était quelqu'un qui s'ouvrait pas forcément. Et lors d'un entretien avec donc une psychologue, la psychologue donc, a utilisé le terme nous en parlant donc d'elle-même et de la patiente. Et la patiente du coup elle a bloqué un peu sur ce terme et elle expliquait que c'était la première fois où elle avait l'impression qu'elle allait enfin pouvoir s'ouvrir parce que c'était la première fois qu'elle se trouvait face à quelqu'un qui la comprenait autant car les psychologues d'avant elle sentait qu'il y avait une barrière médecin-patient et là en fait elle avait l'impression donc, que cette barrière était cassée et qu'elle allait enfin pouvoir s'ouvrir et donc la dame a pleuré évidemment de joie et donc elle a pu commencer le travail. Évidemment, ce qui est le plus difficile à traiter, c'est pas la dépendance physique, c'est la dépendance psychologique à ces substances. Comment donc se passe une hospitalisation typique dans l'unité ? Tout d'abord, il s'agit de faire un travail sur les émotions. Pas forcément les émotions qui ont été ressenties précédemment parce que c'est impossible. On va plus se concentrer sur les émotions qu'on ressent au moment présent. Et comme dans beaucoup de thérapies, on va vous faire évoquer vos souvenirs. Et qu'est-ce que vous ressentez maintenant à l'évocation de ces souvenirs. Les substances vont annihiler en quelque sorte vos sentiments pendant des années, etc. Et dans l'ambiance du sevrage, il y a énormément de choses qui peuvent ressurgir, certains traumatismes, mais aussi certaines émotions qui ont été donc
floutés entre guillemets par l'alcool. Et donc là en fait ces entretiens servent notamment à ça et à se rendre compte de ce qu'on ressent maintenant et comment donc appréhender nos sentiments d'une autre manière que par la consommation. Notamment ce qui va de pair avec les émotions, c'est le partage, donc comment partager ses émotions. Lors d'une hospitalisation, il faut savoir que y a très peu de patients qui ont une chambre seule. Bonsoir. Donc c'est rare, comme je vous l'ai dit, qu'on soit seul par chambre. En général, on est souvent à deux. Au-delà d'un souci budgétaire de la part de l'hôpital, ça incite au partage. Ça permet aussi d'avoir toujours quelqu'un. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que moi, je sais que personnellement, quand j'étais à l'hôpital, j'étais très proche de ma colocataire de chambre. Je lui envoie encore des fois des messages aujourd'hui. Si d'ailleurs elle passe par là, salut, j'espère que tu vas bien. Ce qu'il faut se rendre compte, et c'est là aussi que je vais venir sur le personnel encadrant dans les hôpitaux, c'est que on contrôle pas ces états, on contrôle pas une crise d'angoisse, on contrôle pas une crise de manque. Et c'est très très bien d'avoir des psychologues, une thérapie, etc. Le seul problème c'est que, comme je vous l'ai dit, ça permet pas de travailler sur les émotions passées. Et là, en fait, le fait d'avoir toujours quelqu'un avec vous, ça aide à contrôler ça, surtout quand c'est quelqu'un qui peut comprendre ce que vous vivez. Donc à l'hôpital, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le personnel soignant. Moi, personnellement, de mon expérience, je sais que les infirmières m'ont énormément aidée, parce qu'il y a toujours quelqu'un, donc à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, pour parler. Il y a un monsieur qui témoigne, je n'ai pas réussi à retrouver le témoignage, mais il dit que voilà, quand on est dépendant, on a besoin de solutions immédiates, et quand on peut pas parler, si jamais il y avait que les psys par exemple, il y aurait beaucoup plus de risques de rechute, tout simplement parce que l'alcool ou les substances, c'est une solution immédiate. Les dealers ne dorment pas, il y a des magasins d'alcool ouverts 24h/24, donc ça aide. C'est difficile aussi pour l'entourage de se rendre compte qu'ils sont un peu impuissants face à ces crises de manque et que leur mari, par exemple, souhaite se tourner vers quelqu'un ou des alcooliques anonymes plutôt que vers eux. Les différences et les similitudes. Souvent, quand les gens arrivent, ils ont tendance à seulement voir les différences avec les autres. Notamment pour se rassurer eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, on a le témoignage d'un homme alcoolique qui, en voyant les toxicomanes, se disait « Ah mais ouais, moi, c'est pas grave, j'ai jamais eu à aller voir un dealer ni traîner dans ce monde-là pour me procurer ma drogue. » Sans se rendre compte finalement que c'est pareil. Beaucoup aussi se basent sur l'âge, comme la dame précédemment mentionnée, qui du coup disait qu'elle était la plus vieille de son groupe de parole et qui pense du coup que ça la place au-dessus, plus ou moins. Et finalement, au fur et à mesure de l'hospitalisation, les gens commencent à voir les similitudes entre eux en fait. Et ce qui est une bonne chose parce que ça leur permet évidemment donc de plus travailler sur le partage. Parce que c'est toujours plus facile de partager avec des gens dont on se sent proche par l'expérience. On travaille aussi notamment sur l'importance du sens de l'humour. Parce que en fait, pour beaucoup de patients, arrêter de consommer, ça va être synonyme de tristesse et d'ennui. Parce que évidemment, la plupart du temps quand on consomme, c'est dans un cadre festif. Quand ils consomment, ils ont l'impression donc d'être plus drôles, d'être plus désinhibés, etc. Et qu'en fait, en arrêtant, ça va leur enlever ces aspects-là sans se rendre compte que finalement, c'est un effet évidemment, l'alcool a des effets physiques, et sur le mental aussi, on va pas se mentir. Mais c'est un effet surtout psychologique en fait. C'est pas parce que vous buvez pas que la fête sera moins folle. Voilà. Ça apprend aussi à rigoler de ses propres comportements que les gens pouvaient avoir avant l'hospitalisation. Comme je l'ai dit, le vécu, ça rapproche. Ensuite, c'est important aussi de travailler sur l'estime de soi. Tout simplement parce que avec la perte de produit, du coup, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça peut entraîner une certaine perte de contrôle, notamment une perte de mémoire. Et les gens se rappellent pas vraiment de ce qu'ils ont fait et s'en rappellent peu à peu. Et donc du coup, au fur et à mesure des choses qui se rappellent ou qu'on leur rappelle, ils peuvent perdre confiance en eux. Même le fait d'avoir cette notion donc, de maladie, au début du traitement, il y en a énormément qui n'arrivent pas à l'accepter en disant oui mais c'est quand même moi qui allais acheter mon alcool, c'est moi qui consommais, c'est moi qui appelais mon dealer, blablabla. Et au fur et à mesure du traitement, donc on leur apprend que certains comportements étaient induits à cette maladie en fait. C'est important aussi de leur faire intégrer que c'est des comportements qui ne les définissent pas et qui ont été induits par un état qui ne contrôle
qui a été induit donc par leur consommation, et que c'est des choses certes qui contrôlent, mais dans une certaine mesure en fait. Quand quelqu'un s'est cassé la jambe, on va pas lui reprocher de boiter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on va pas lui reprocher de tomber, on va pas dire ah mais t'es tombé, mais c'est toi qui es tombé. Enfin, non, si je suis tombée c'est parce que je me suis cassé la jambe et que elle est pas réparée, donc c'est normal. Enfin, bref, ça dépend, c'est au cas par cas encore une fois. Ah oui, du coup c'est aussi important de leur faire différencier la personne qui sont sous l'influence des substances et sobres. Et de leur faire comprendre que maintenant ils ont le contrôle. Voilà. Avec ça s'accompagne évidemment un travail sur le lâcher prise. Le lâcher prise sur les actions qu'on a faites, sur le passé et sur comment améliorer ça maintenant et comme avec le travail sur les émotions, à rester dans l'instant présent. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs une phrase des alcooliques anonymes dans la prière des alcooliques, enfin la prière entre guillemets des alcooliques anonymes, qui dit donne-moi la force donc de changer ce que je peux changer et la sagesse d'accepter ce que je ne peux changer. Et donc là c'est tout un travail, voilà, ça résume parfaitement le lâcher prise en fait. Voilà, un des derniers aspects, c'est donc la prévention de la rechute. Comme je l'ai dit, voilà, c'est un cocon où on se sent bien. La transition vers l'extérieur peut être très compliquée. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se faire des contacts à l'hôpital. C'est horrible, je suis en train de me péter la gueule là. Le quotidien avant de ces personnes-là était totalement déstructuré et tourné autour de la consommation. Là maintenant on va vous apprendre à avoir donc d'autres objectifs que cette consommation et à structurer votre vie en dehors de l'hôpital et en dehors de votre consommation. En général les gens quand ils arrêtent de consommer, qu'ils sortent, ils peuvent se rendre compte qu'il y a un décalage donc, entre eux et leur entourage qui continue de consommer finalement. Y a un témoignage très intéressant d'ailleurs qui explique, c'est une dame donc, qui était en permission de l'hôpital et qui est allée voir ses amis au bar. Et du coup finalement elle se rendait compte que quand eux étaient dans un état second, il y a plein de choses qu'avant elle trouvait rigolotes, que maintenant elle trouvait plus très drôles évidemment parce qu'elle était sobre. Et elle se rendait compte que il y avait maintenant un décalage entre elle et ses amis. Ça peut être un décalage qui est très dur à vivre. Mais c'est pour ça, encore une fois, on en revient à la même chose. Les contacts qu'on se fait à l'hôpital qui peuvent être très importants à garder. Et il y a des tas de personnes en fait qui s'étonnent de jamais avoir entendu parler de ce type de thérapie. Au début, il y a des réticences qui sont faites évidemment par rapport à ce modèle de traitement. Notamment sur le fait de ne plus jouir de sa propre liberté, comme je vous l'avais dit donc avec le témoignage précédent où la dame avait peur de ne plus jouir de sa liberté, puis a pris conscience du fait que ok on est libre, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette liberté, qu'est-ce qu'on va en faire, et si ta liberté te sert juste à consommer, à être dans une addiction, est-ce que t'es vraiment libre finalement? Je pense pas. On va passer à la conclusion et ça fait énormément de choses à assimiler. J'imagine que pour vous aussi ça fait beaucoup de choses à assimiler, j'espère que ça vous a quand même intéressé et si vous êtes encore là, merci beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pareil, si vous avez des idées d'autres sujets dont vous voulez que je vous parle parce que vous avez la flemme de lire des livres ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez dû le voir, ça m'a pris énormément de temps de faire cette vidéo, j'ai adoré la faire. J'espère que vous aurez adoré la regarder du coup. Vu que la première vidéo avait bien marché, merci à vous énormément, je pensais même pas faire plus de 130 vues genre, mais je vois que ça a mieux marché que prévu, il y a même des gens que je connais pas qui ont commenté ma vidéo, merci. Et j'espère que vous allez vraiment bien, je l'espère de tout cœur. Et si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, que ce soit en tant que dépendant ou en tant que codépendant, n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, les urgences sont là pour vous, pour ça, et comme je vous le dis, c'est très courageux de demander de l'aide, ça prend beaucoup de courage. Et n'oubliez pas que même si vous allez pas bien, vos proches préféreront toujours vous avoir plutôt que de plus vous avoir. Voilà. Sinon, prenez soin de vous et gardez la pêche. Et on se retrouve bientôt pour plus de vidéos.